Donc petite introduction de ma part donc, et le rappel étant qu'on est enregistré, heu, dans la mesure Oui, où cette capsule produite, servira à avoir un support de présentation pour tous les membres, du SAMU 31 qui souhaitent, voir la restitution de cet audit. Donc le docteur Charles-Henri Ouzé-Serfon est avec nous, il vient d'arriver. Et sans plus tarder, parce qu'on est très timé, on va peut-être commencer, heu, à mettre le partage, Lioris. Normalement, vous en avez la possibilité. Charles-Henri, est-ce que tu nous entends bien? oui, oui, il y a Oui, pas de souci, c'est bon. très bien. Donc là, on a une présentation qui va durer une vingtaine de minutes, à plusieurs orateurs et puis, ensuite on te laissera, appliquer tes commentaires, ces questions sur l'ensemble et puis la promo, de S2S de cette année, répondra à ces interrogations éventuelles. Je m'éclipse du coup et je laisse la parole à nos orateurs représentants de S2S pour cet audit 2020-2021. Allez-y. Et les micros sont éteints visiblement. Alors, on fait un retop. C'est les aléas du direct, c'est ça qu'on dit? Donc, on refait un top. Désolée, Il est où, Jean-Louis? excusez-moi. Ah, tu l'as, ouais, bon, je te voyais plus. Allez, on est Allez, parti go. pour de vrai, go! Bonjour. Donc, nous sommes ensemble pour faire la restitution de l'audit à visée participative réalisé au sein de vos équipes dans le cadre d'un Master 2, Sciences de l'éducation et de la formation, parcours encadrement des services dans la santé et le social à l'Université Jean Jaurès à Toulouse. Depuis novembre 2020, la réforme du troisième cycle des études médicales est mise en place. Cette réforme crée le statut de médecin junior durant l'année qui suit les 3 ans d'internat. C'est donc la fin du DESC, la médecine d'urgence devient une spécialité. Cette réforme impacte les organisations devant accueillir les médecins juniors et elle contraint les services d'urgence à adopter de nouveaux modes d'accompagnement de ces médecins juniors dans le cadre de leur formation. Face à cette réforme, en tant que commanditaire, votre objectif était d'aider les équipes du SAMU 31 à optimiser son organisation. En contextualisant, nous avons finalement formalisé la commande ainsi. Comment accompagner en prenant en compte le contexte économique, législatif, territorial et les ressources humaines, la mise en place d'un modèle organisationnel répondant aux exigences de formation de la réforme du troisième cycle des études médicales. Alors pour cela, nous vous avons proposé un audit à visée participatif. Cet outil propose, grâce à un regard extérieur, des actions qui peuvent améliorer l'existant. Ici, il s'agit de l'accompagnement de la mise en place de la réforme. Donc, grâce aux outils de recueil de données que nous allons détailler par la suite, nous pourrons vous présenter nos recommandations. Il est à noter quand même que nous avons été attentifs et attentives à respecter les règles déontologiques garantissant d'un audit qui garantissent la démarche éthique. Donc, cet audit a débuté en novembre 2020 et s'est déroulé en 5 phases. Donc, la phase exploratoire, la phase préparatoire, une phase d'enquête que nous avons menée au sein du SAMU 31 et puis une phase d'analyse. Et aujourd'hui, on se retrouve sur la dernière étape, qui est la phase de restitution orale, qui donnera lieu par la suite à un rapport final que nous vous remettrons. Afin de pouvoir recueillir les données, nous avons construit un référentiel qui avait l'objectif de répertorier et de mesurer l'ensemble des impacts à tous les échelons sur l'organisation du SAMU 31 dans la mise en œuvre de cette réforme.
Donc, nous avons pu étudier l'impact sur les médecins juniors, l'impact sur les médecins seniors et l'impact sur les équipes paramédicales. Pour cela, nous avons diversifié nos méthodes de recueil de données, nous avons pu élaborer une grille d'observation, nous avons construit un outil d'entretien semi-directif qui a été proposé aux 3 corps distincts de professionnels, adapté à chacun en fonction des responsabilités de chaque corps de métier. Et pour finir, un questionnaire afin de recueillir leurs impressions sur l'impact de cette réforme. Donc, lors de notre phase d'enquête, nous avons pu recueillir 19 questionnaires et réaliser 21 entretiens. Comme visible sur le schéma, la répartition des résultats est harmonieuse selon les professions. Et nous pouvons noter que nous avons pu nous entretenir avec la totalité des médecins juniors qui étaient présents sur la période de l'audit. Christelle, tu n'as pas ton micro d'ouvert. Pardon, excusez-moi. Donc, je disais qu'on allait rentrer un peu plus sur l'analyse des données qui concernent les différents groupes qu'on a pu interviewer. Là, on va faire la présentation, en tout cas, de l'analyse des médecins seniors. Donc, comme point fort quand même, les médecins seniors ont pu relever la création de l'équipe supplémentaire qui leur permet, d'accompagner au mieux les médecins juniors. En termes d'axes d'amélioration, ils ont souhaité, pour la majeure partie d'entre eux, une formation au tutorat, même lorsqu'ils n'étaient pas tuteurs de médecins juniors. Sur les diagnostics que nous avons pu relever, il y en a 3. Donc, les missions des médecins seniors non tuteurs et tuteurs qui nécessitent des clarifications, qui pourraient donner lieu, par exemple, à des formations pédagogiques sur le rôle de chacun. Le deuxième diagnostic, il s'agit du choix du moyen de communication et des canaux de diffusion de l'information au sein du service qui ne sont pas forcément adaptés au fonctionnement même du service et des acteurs. Et enfin, la grille des compétences des médecins juniors n'est pas personnalisée ni évolutive et donc ne permet pas de réajuster les attributions des interventions. Sur les médecins seniors, nous avons eu une deuxième analyse à faire sur les risques psychosociaux et la gestion du stress. Ce qu'il en est ressorti, c'est que pour les médecins seniors, il n'y a pas de différence dans la charge de travail habituelle depuis l'arrivée des médecins juniors. Pourtant, il y a quand même une augmentation de leur charge mentale, leur charge intellectuelle, qui est liée à une organisation assez complexe qui ne les rend pas toujours disponibles aux médecins juniors parce qu'ils sont beaucoup sur la régulation. Donc, le diagnostic que nous vous proposons aujourd'hui, c'est que la reconnaissance et la prise en charge du stress qui est engendré du coup par les changements d'organisation et d'accompagnement des médecins juniors sont davantage aujourd'hui le fruit d'une démarche individuelle et il serait souhaitable qu'elle soit prise de façon un peu plus institutionnelle. Concernant l'analyse pour les médecins juniors, donc les médecins juniors ont exprimé une satisfaction d'être au CRA, puisque la présence des médecins seniors est appréciée et sécurisante. Et par ailleurs, ils estiment que la qualité de leur formation est reconnue en intervention au niveau technique.
quelques pistes d'amélioration ont pu émerger, surtout par rapport à leur mission et leur statut qui sont parfois peu connus par le reste de l'équipe, et par rapport à l'impact sur leurs risques psychosociaux. Ils ont évoqué un recours à des méthodes personnelles pour la gestion du stress. Donc, nous avons pu élaborer 2 diagnostics. Le principe d'autonomisation progressive du médecin junior, accompagné par le médecin senior, devrait être explicité et renforcé au sein de l'équipe pluridisciplinaire afin que chacun sache où en est le médecin junior dans son parcours. Et par ailleurs, une prise en charge globale en situation d'intervention pourrait être consolidée. Alors, concernant les paramédicaux, donc, comme souligné précédemment, sur la base de 9 questionnaires, 9 entretiens et de nos observations, les points forts qui ressortent du côté des paras, les paras nous disent que globalement, ils reconnaissent la qualité de la formation des médecins juniors. Ils entendent par là leurs compétences médicales, qui ne sont vraiment pas remises en question. Nous observons également une équipe paramédicale expérimentée qui, du coup, peut venir en soutien des médecins juniors. Et globalement, les paramédicaux trouvent que les médecins juniors sont engagés, impliqués et ouverts dans leur posture, dans leur travail. Quelques points d'amélioration. Nous notons, toujours du côté des paras, ils nous expliquent qu'ils sont dans l'obligation d'augmenter leur vigilance envers les médecins juniors durant les interventions. Ils le mettent en lien avec la faible expérience des médecins juniors. Ils relèvent aussi quelques difficultés de manière globale de communication organisationnelle et fonctionnelle. Ce qui nous emmène au diagnostic suivant. Nous proposons en ce sens, voilà, le turnover interne des équipes ne facilite pas l'intégration des MJ ni la cohésion d'équipe. En deuxième diagnostic, la qualité de la communication organisationnelle pourrait être optimisée au sein du SAMU 31. Et enfin, le manque de formalisation des temps d'échange sur les interventions impacte la qualité de la communication entre les professionnels. Nous avons choisi de vous présenter nos recommandations sous forme de carte mentale, vous permettant à la fois d'avoir une vision détaillée et une vision globale des résultats obtenus. Au centre, on retrouve la commande. À partir de cette commande et des diagnostics précédemment évoqués, nous avons dégagé des recommandations par corps de métier. Ces recommandations ont été regroupées par catégorie pour former 3 thèmes principaux, mais avec 2 items qui se chevauchent que nous verrons un peu plus tard. En vert, nous trouvons les recommandations liées à l'organisation de la communication dans le service. En jaune orangé, les recommandations liées à la connaissance du statut des médecins juniors et de leur intégration dans l'équipe. En violet, pour finir, nous avons les recommandations faisant appel à un dispositif d'accompagnement renforcé des médecins juniors. À partir de ces 3 thèmes principaux, nous avons émis des recommandations spécifiques. Donc maintenant, nous allons faire un focus sur chaque couleur et nous allons voir les recommandations de façon un peu plus précise. Donc, pour répondre à la commande, toujours en rouge, il est apparu la nécessité de développer l'organisation de la communication dans le service. Cette recommandation vise à harmoniser les pratiques de communication. Son intérêt serait de réfléchir de manière participative à un schéma de communication adapté au fonctionnement du service, comme par exemple mettre en place des temps de réunion pluridisciplinaires réguliers, utiliser des supports écrits, comptes rendus, affiches, notes de service, et elle permettrait aussi d'organiser la communication autour du statut de médecin junior. Cette dernière recommandation peut être conditionnée par une autre appartenant à un autre axe de recommandation formulé ainsi, communiquer sur le statut des médecins juniors, que nous verrons un peu plus tard, à la diapositive suivante. De même, en vert, les recommandations
harmoniser les pratiques de communication d'équipe avec les médecins juniors autour des interventions, peut trouver sa réponse lors de la recommandation, briefing et débriefing des situations d'intervention. Recommandation située aussi sur un autre axe de travail lié au renforcement de l'accompagnement des médecins juniors, que nous verrons aussi un peu plus tard dans la présentation. La diapositive suivante propose la recommandation et a pour objectif de développer la connaissance au sein du service du statut des médecins juniors. Cette recommandation a pour finalité de favoriser l'intégration des médecins juniors en élaborant des outils de communication et en proposant des temps dédiés à la cohésion d'équipe, en interne avec des temps partagés et ou en externe en proposant des sorties, par exemple. Pour la diapo suivante, nous allons retrouver la recommandation portant sur la mise en place d'un dispositif d'accompagnement renforcé des médecins juniors. L'enjeu ici serait d'une part de faire travailler ensemble les médecins seniors, tuteurs et non-tuteurs, et les médecins juniors autour de l'élaboration d'un référentiel commun relatif aux moyens d'apprentissage des médecins juniors. Et d'autre part, de formaliser les échanges entre les médecins seniors et les médecins juniors pour développer les compétences de ces derniers avec des temps d'échange au début de la prise en charge, au début de la prise de service des médecins seniors, dans la pratique de simulation haute fidélité, avec en parallèle la mise en œuvre de séquences de briefing et de débriefing des situations d'intervention. Pour finir, au niveau des cartes mentales, vous avez remis la carte mentale générale où on peut bien percevoir donc les liens entre les différents axes. Et c'est pour ça que ça nous a amené à proposer une priorisation des recommandations. Voilà, tout à fait. Dans ce sens, peut-être que vous dites que ça fait beaucoup de choses à mettre en place. Alors, nous vous proposons, si vous deviez faire un choix, peut-être d'accentuer dans un premier temps sur l'organisation de la communication au sein du service. Donc, c'est représenté par une bulle plus grosse en vert, en haut du schéma. Ensuite, dans un deuxième temps, peut-être axé sur la connaissance du statut des médecins juniors, renforcer cet axe-là. Et enfin, sur le dispositif en lui-même d'accompagnement des médecins juniors. Nous arrivons donc au bilan et aux limites de cet audit. Au niveau du bilan, à la suite de nos investigations, voilà, il nous paraît pertinent d'orienter nos premières recommandations sur l'organisation de la communication du service, puis sur la clarification du statut du médecin junior, ensuite sur la co-construction d'un référentiel qui impliquerait et mentionnerait le rôle des médecins seniors tuteurs, tutrices et de leurs missions respectives. Enfin, le renforcement de la cohésion d'équipe autour de temps de simulation haute fidélité, d'un parrainage paramédicaux médecins juniors, c'est une proposition, et d'actions collectives hors contexte professionnel. Concernant les limites de cet audit, de notre travail, nous avons repéré que les temps de recueil de données, contraints et panel, pardon, excusez-moi, le temps de recueil de données voilà, a été assez contraint et le panel des participants non exhaustif. Le niveau restreint d'information sur l'organisation du service et de la conception en amont des changements induits par la réforme. Et enfin, la mise en place très récente de cette réforme au sein du SAMU 31 ne permet peut-être pas le recul nécessaire à une évaluation optimale. Pour aller un peu plus loin, nous proposons aussi de réinscrire le groupe médecins seniors, médecins juniors
dans les démarches actives du service de la médecine du travail, du CHU, autour de la sensibilisation et de la gestion du stress et des risques psychosociaux. Nous proposons également, peut-être, la présence d'une équipe de supervision en véhicule léger qui aurait une fonction soutenante. Et enfin, peut-être prévoir de nouveau un audit à visée participative à moyen terme pour avoir le recul nécessaire. Voilà, au nom de toute la promo, nous vous remercions pour nous avoir accueillis et nous avoir permis d'élaborer ce travail qui, je l'espère, vous sera utile pour vous et vos équipes. Nous vous remercions. Alors, merci pour cette présentation. On va peut-être maintenant écouter les remarques que peut faire dessus Jarlan et Serfon. Et voilà, je vais pas m'étendre plus que cela. Bon, d'abord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la commande qui est largement, auquel vous avez largement répondu. Gros travail, et puis avec beaucoup d'éléments qu'on a vus, très riches. Effectivement, je pense que ça va largement nous servir. Avec une temporalité, vous l'avez dit, qui était difficile pour vous. Et puis, on sait qu'on est dans des équipes qui sont relativement difficiles à intégrer, hein. On est des équipes assez hermétiques. Et vous l'avez pas dit dans votre audit, mais vous n'avez pas parlé de votre acclimatation. Je sais que ce terme-là plaît bien à Bruno, normalement. Je suis étonné de ne pas le voir. Et acclimatation dans le service, et qui n'est pas toujours facile au sein du SAMU 31, parce que c'est une équipe qui tourne, et puis avec une charge de travail, comme vous l'avez vu, qui est assez conséquente, et puis un accompagnement au changement qui n'est pas toujours évident dans des process et des contraintes aussi fortes que l'on a en plus dans une période un peu compliquée, comme vous l'avez compris. Avec des missions qui se sont grévées dessus tout ça au niveau de la gestion Covid. Donc, pas mal d'éléments multifactoriels qui aussi sont venus perturber probablement, et peut-être que ça sera des éléments à rajouter dans vos limites que vous n'avez pas précisées, hein, mais de l'accès aux informations et de la compréhension du système, puisque ce système-là est déjà lui-même en mouvement en permanence et change en permanence. Donc peut-être que ça aussi, c'est un élément important qui vous a un peu limité dans votre travail, en tout cas sur la compréhension récente de l'ensemble des variables. Juste, je reviendrai, alors je ne sais pas si c'est possible de le faire comme ça, mais peut-être à la fois sur le fond et sur la forme, sur ce travail qui est très bien fait avec des outils extrêmement bien présentés. Juste peut-être préciser sur les questionnaires, parce qu'à la fin, vous parlez d'exhaustivité. Et c'est vrai que sur un élément, il nous manque quand même le pourcentage par rapport à l'ensemble des personnes impliquées dans le service. Alors peut-être que vous n'aviez pas le nombre de personnes globales du service, c'est-à-dire dire on a une exhaustivité de tant de pourcents sur l'intégralité des médecins juniors, médecins seniors et paramédicaux. Je pense que ça serait important de le rajouter parce que c'est vraiment ça qui montre en fait la population que vous avez touchée. Et si on est sur une population qui est relativement impactante et représentative, apparemment non. Donc, je ne sais pas si vous avez les chiffres, et si vous ne les avez pas, il faudra que ils sont faciles, hein, on les a, hein. Je vous les fournirai pour que vous puissiez rajouter peut-être ces éléments-là sur la représentation de la population. J'ai vu qu'il y avait eu 4 médecins juniors, c'est ça que vous avez pu interviewer? Je ne sais pas si c'est ces chiffres-là. Oui, 4 médecins juniors. D'accord. Sur 4 jours. Sur 4 jours, d'accord. Parce qu'effectivement, sur les 4 médecins juniors, en fait, on en a, tous les médecins juniors participent aujourd'hui au SAMU. Donc, sur la promo, ils sont 15 ou 15, je crois, sur cette promo-là. Et ils participent tous sur la formation et ils passent tous au SAMU, puisqu'ils tournent entre les urgences, le SAMU, et ça pendant 1 an, en étant à la fois en régulation. Donc, je vais leur tirer les oreilles parce que je leur avais envoyé un mail pour avoir plus d'exhaustivité de leur part. Donc voilà, c'était pour avoir une confirmation. J'ai quelques éléments également peut-être à préciser, mais peut-être un défaut de compréhension de ma part. En fait, vous parlez de stress et d'éléments à la fois chez les médecins seniors et chez les étudiants. Et je n'ai pas vu comment vous avez mesuré ce stress, en fait.
Et vous parlez également de risque psychosocial. En fait, vous avez fait des échelles, vous avez des outils que vous avez utilisés de stress, du STAPE ou des éléments du BNI ou des choses comme ça pour mesurer les risques ou le développement, ou c'est purement informel sur une déclaration au cours des entretiens? Alors, on n'a pas utilisé d'échelle pour mesurer le stress ou fait des analyses concernant les risques psychosociaux. C'était basé uniquement sur la perception individuelle de chaque personne, du coup. D'accord. Ça, je pense que c'est bien de le préciser, parce que comme sur la conclusion, il y a pas mal d'éléments qui ressortent là-dessus et que on est en pleine démarche en fait au niveau de médecine d'urgence sur la qualité de vie au travail, et ça inclut la qualité de vie de nos étudiants. Et on essaye vraiment de donner les outils maintenant pour le mesurer. Alors c'est vrai que c'est bien d'avoir déjà un ressenti, mais c'est vrai qu'on a pu voir dans de nombreuses études que le mot stress pouvait être lié à tellement de choses qu'en fait, il est difficile de dire à quoi est induit ce stress. Et en fait, je ne sais pas si vous l'avez diagnostiqué, parce que ce stress, c'est dû à quoi? Est-ce qu'ils vous l'ont verbalisé? Est-ce que c'est un manque d'encadrement? Est-ce que c'est… voilà, en fait, c'est ça, c'est la notion d'imputabilité de cette notion de stress, à quoi elle est due. C'est un peu ce qu'on a présenté, pardon Manon, c'est un peu ce qu'on a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire que par rapport aux médecins seniors, notamment, il n'y a pas l'impression d'une augmentation de la charge de travail, mais c'est plutôt dans le contact et le fait de pouvoir intervenir en appui aussi des médecins juniors sur les interventions. Ça se jouait plutôt à ce niveau-là, de ce qui a été… Si je comprends, ce n'est pas du stress pour eux, mais c'est du stress pour les patients de ne pas pouvoir les renforcer? Oui, ou le stress de peut-être voilà, que les étudiants, les médecins juniors soient en autonomie sur des interventions et d'intervenir à distance, du coup, pour les soutenir. Oui, c'est ça. D'accord. À ce niveau-là. Ok. Ça marche. Concernant les médecins juniors, ce qui a été verbalisé, c'était un stress de ne pas avoir de retour. Est-ce que j'ai bien fait les choses? Est-ce que j'aurais pu mieux faire? C'était dans ce sens-là. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, on est plus sur un renforcement du sentiment d'efficacité que sur un stress qui s'est lié à du stress psychosocial, en fait. Est-ce qu'on est sur la boucle, renforcer le sentiment d'efficacité professionnelle de manière à arriver sur l'intervention en ayant une charge de stress un peu moindre. Mais en fait, c'est par ce biais-là, en fait. C'est le sentiment d'efficacité qui a l'air de ressortir sur ce que vous décrivez. Oui. C'est pas un stress qui serait dû à ils travaillent trop, les nuits sont trop difficiles, ils n'ont pas assez de repos. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans le stress, si on fait des marqueurs physiologiques, des marqueurs, ça dépend du type de marqueur qu'on met, mais on peut avoir un stress qui pourrait être dû au fait qu'ils ont une charge de travail qui est trop importante, des repos insuffisants ou des repos compensateurs qui sont mal utilisés. Ça pourrait être du stress lié à la charge cognitive qui est trop importante par rapport à leur mémoire, à leur thèse, etc. Et en fait, là, en fait, vous nous dites que c'est plus lié à un sentiment d'efficacité, ce qui va nous amener des axes de correction qui peuvent être un peu différents. Et en fait, on pourrait presque croire qu'on peut renforcer la même chose. C'est-à-dire que nous, on n'aura pas besoin de travailler sur leur planning, en gros. Ce n'est pas le planning qui pose souci, c'est plus l'encadrement, quoi, sur ce que je peux comprendre maintenant. Sur entretien, c'est ce qui est ressorti, oui, tout à fait. Ok, ça marche. À un moment, vous parliez pour les médecins juniors d'une prise en charge globale en situation d'intervention. Et je n'ai pas compris cette phrase, en fait. C'était sur la diapo des médecins juniors qu'ils étaient demandeurs d'une prise en charge globale en situation d'intervention. Oui, alors il me semble que ça correspondait au fait d'avoir un accompagnement plus global de eux-mêmes dans leur pratique. Ouais. Et concrètement, ça serait quoi? Je pense que c'est très lié à ce qu'on a évoqué aussi sur la dimension de la communication, sur peut-être la possibilité ou la nécessité de structurer différemment des temps de briefing et de débriefing avant et après les interventions. D'accord. Sur le partage d'expériences autour d'une situation vécue en équipe, voilà, ce serait plus de cet ordre-là.
Ok. D'où le fait qu'on retrouve d'ailleurs dans les recommandations certaines choses à la fois au niveau de l'accompagnement pédagogique, au niveau de la communication. Voilà. Ok, d'accord. Ça marche, j'ai compris le lien alors. Ok. Juste à un moment, pareil, je reviens sur des éléments hein, au fur et à mesure de votre présentation. Sur les éléments non médicaux, on peut se poser la question un peu d'un moment contradictoire entre les deux analyses, à savoir des points positifs qui avaient été évoqués sur les compétences des médecins juniors, leurs compétences médicales et leur formation qui ont l'air d'être assez reconnues. Et derrière ça, quand même, un phénomène qui fait que on a peur parce qu'ils ne sont pas assez compétents, quoi. Après, Alors, ouais, c'est peut-être pas par rapport à la compétence. Les paras mettaient vraiment ça en lien avec leur expérience. Voilà, je ne sais pas si ça peut être voilà, si la nuance est à ce niveau-là, mais ça ressort quand même du côté des paras de manière assez significative sur leur vigilance. En intervention, alors voilà, il y a sûrement aussi voilà, ils ne se connaissent pas forcément non plus bien dans l'équipe. Et donc, voilà, c'est tout ce qu'on a essayé de démontrer aussi, la question de la confiance. D'accord. Non, c'est juste pour avoir cet élément-là, me semble également un peu important parce que c'est pour savoir si on doit travailler sur les représentations des paramètres, c'est-à-dire est-ce que, en gros, un médecin qui n'a pas 10 ans de bouteille, quoi qu'il fasse, et quelle que soit sa formation initiale, ça sera toujours pareil, il posera toujours le même problème. C'est le même problème que sur les nouveaux arrivants, en gros. Parce que c'est ça le problème, c'est la représentation. Tu ne fais pas partie de mon équipe depuis 10 ans, donc je remets en cause et je te fais moyennement confiance. Donc voilà. Ou est-ce que c'est vraiment sur le fait qu'ils aient un souci plutôt sur le maintien et la compétence elle-même des étudiants à pouvoir sortir seuls? Il y avait, ce qui est ressorti, c'est la notion de leadership. Voilà. Et forcément, mais alors on le met en lien avec l'expérience, forcément, mais c'est vrai que je crois que les paras plus anciens mais, apprécient aussi le leadership du médecin et ils ne le retrouvent pas forcément chez les médecins juniors, mais ils le comprennent aussi. Oui, oui, d'accord. Non, c'était pour bien savoir quel était l'axe que vous allez qui était à améliorer en fait en termes de communication pour que ça ressorte bien. Alors pareil, hein, sur vos axes, il y avait la difficulté du turnover sur les étudiants. Ouais, alors là, d'ailleurs, vous n'êtes pas mouillé, vous n'avez pas fait de proposition hein, derrière sur le turnover. Je vois pas. Alors, on est un CHU. Hein. Je pense que c'est bien quand même, comme c'est un axe que vous ressortez qui a un problème. Je pense que l'un des éléments, c'est de communiquer que c'est un CHU, quoi, et que on est dans une formation et qu'on est dans un institut de formation et que le turnover va même s'accélérer sur les étudiants. Et donc, la question que je me pose derrière, c'est est-ce qu'il faut développer un process et une habitude chez les soignants, quels qu'ils soient, parce qu'en fait, alors je vais être cru, je vais le dire cash. S'ils pensent qu'ils peuvent travailler 10 ans avec la même équipe dans un institut universitaire, ils se sont trompés d'endroit pour travailler. En gros, c'est ça, quoi. C'est qu'un CHU, c'est des étudiants qui tournent et avec lesquels on va travailler, des internes. Et en fait, il faut que les gens aient cette capacité à pouvoir travailler avec des gens en permanence en mouvement de compétences différentes. C'est une vraie adaptation et une vraie compétence professionnelle pour nos soignants. Mais que c'est vrai que si ça, ils ne l'ont pas intégré en prenant un poste au CHU, c'est qu'il y a peut-être un profil de poste que nous, sur l'embauche de notre personnel, il faut faire ressortir. C'est-à-dire que, attention, vous travaillez dans un CHU, voilà les conditions. Vous allez travailler en permanence avec des gens différents. On a des internes qui viennent 2 fois. On a des internes d'anesthésie qui passent et qui font que passer tous les 3 mois. Et donc, si le professionnel ne se sent bien qu'au travers d'une pérennité et de travailler en permanence avec quelqu'un pendant 10 ans, effectivement, je pense qu'il ne sera jamais à l'aise dans un CHU, quoi. Donc, c'est juste ça. C'est peut-être aussi dire que sur les modalités des personnels,
ça fait partie de la compétence d'un professionnel qui travaille dans un institut de formation, hein, quel que soit le service d'ailleurs, hein, mais c'est sa capacité à pouvoir travailler avec des médecins d'expériences différentes et qui va changer régulièrement. Si la personne n'est pas enclin à faire ça, ça va être difficile qu'il s'adapte à un CHU. L'autre élément derrière, c'est peut-être de dire, est-ce que le fait de changer et de tourner, justement, est lié à des process qui ne le mettent pas en sécurité? Et si c'est ça la problématique, ça veut dire qu'en fait, quel que soit le médecin, il faut qu'on retravaille sur nos process, parce que ce soit un interne, un nouvel arrivant, même s'il a de la bouteille et qu'il est là que depuis très peu de temps, eh ben, il faut peut-être que nous, on réinjecte du processus standardisé dans nos pratiques. Donc ça, c'est deux aspects un peu différents, et c'est vrai que au dire de ce que vous avez donné, je ne savais pas trop sur lesquels. Alors, il y en a un sur lequel on va pouvoir jouer, et ça va être sur la branche de ce que vous avez dit, travailler en équipe, renforcer la collaboration. Donc, on va pouvoir travailler sur celui-là. Sur l'autre, c'est plus compliqué d'avoir une manne dessus. Voilà, c'était juste un commentaire. Alors, c'est évolutif. Je vais faire exprès de ne pas du tout commenter ce que vous nous avez donné comme rapport. Il faudra qu'on se l'approprie et qu'on mette des axes d'amélioration derrière. Je pense que vous les avez peut-être eus, on vous en a peut-être parlé, c'est évolutif, et avant le rapport, on a déjà des axes qui se pointent. Donc peut-être que pour nous, l'un des intérêts, ça va être de comparer ce qu'on a prévu déjà, puisque on a dû prévoir des choses, hein, puisqu'on fait les plannings. Par exemple, à un moment, vous parliez d'un superviseur qui soit présent pour renforcer et faire du briefing et débriefing de toutes les interventions. En fait, il est prévu, mais sur le planning à partir du mois de mai, puisque les effectifs médicaux ne permettaient pas de pouvoir le faire avant le mois de mai. Donc ça va être en place. Donc c'est intéressant parce que vos conclusions arrivent à ce qu'on avait peut-être un peu anticipé. Ouf, coup de bol, on n'a pas besoin de refaire les plannings. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis après, donc, je pense que notre jeu, ça va être de voir, nous maintenant, au vu de votre rapport, s'il y a des éléments qu'on avait prévu d'améliorer, si ça match avec ce que vous nous avez donné, et s'il y a des éléments qu'on peut optimiser. Pareil, hein, vous nous dites briefing tous les matins et l'intégration, on l'avait prévu, ça va reprendre, ce sont les staffs du matin, c'est-à-dire qu'on fait un briefing tous les matins. Vous aviez mis toute une diapo sur la gauche qui était la partie orange, sur les améliorations. Il y avait certains éléments où je suis surpris parce que, par exemple, avoir des espaces communs de vie, alors peut-être que dans la temporalité, ça n'y était pas et que ça a été créé entre-temps, mais en fait, tout le SMUR en bas, et maintenant, les internes ont leur zone de vie avec les infirmiers, enfin, ils sont tous en bas, en fait. Et donc là-dessus, je ne voyais pas trop comment on mange tous ensemble. La salle télé est mutualisée. Et en fait, on a fait exprès de mettre tous les bureaux, même des internes et du futur superviseur SMUR, en bas, au sein des équipes. Alors, je ne sais pas si c'était comme ça quand vous êtes venus ou si on l'a fait depuis. J'ai perdu un peu le fil du temps. Donc, effectivement, si ce n'était pas fait, ça a été corrigé. Si c'était fait, là, je ne vois pas ce qu'il y a à améliorer. Donc, ça, dans la temporalité, il faudra peut-être que vous nous disiez. C'est sur la partie orange, là, de ce que j'ai pu voir. C'est juste, voilà. Autrement, c'est un excellent rapport, hein. On va également le croiser, je pense, quand vous me l'énumérez, parce qu'on travaille en ce moment dessus, avec le protocole d'organisation Pacte, qui est un protocole de l'HAS. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, ce truc-là, qui en fait reprend un peu les éléments qualité que vous avez définis et qui vont en fait au-delà de l'encadrement des étudiants, hein, mais qui sont aussi pour la qualité de vie dans un service, en particulier dans l'organisation d'un service en termes en particulier de communication, charge de travail et organisation, et qui prévoit des briefings avec des fiches types de briefing le matin, avec des fiches types de débriefing et des temps partagés dans la journée autour de ça. Donc là aussi, c'est un travail, mais on va le mutualiser dans une organisation plutôt pacte, puisque en fait, le travail pacte est valorisé au sein de l'HAS en termes de certification. Donc ça, on va s'en servir également pour les deux. Je ne sais pas si vous aviez ça en tête au moment de votre audit ou si c'est devenu de manière spontanée et que ça colle aussi à ça. Alors, au moment où on l'a écrit, ce n'était pas forcément ça qu'on avait en tête. Par contre, ce qui nous semblait extrêmement important sur le volet communication, c'était qu'il y ait une réelle adaptation des moyens de communication utilisés dans le service
au fonctionnement des personnes qui exercent là. Puisqu'il y avait des moyens de communication mis en place, mais qui n'étaient pas forcément appropriés et que les personnes ne s'appropriaient pas. Et c'est à savoir? Alors, ça peut être, par exemple, les mails qui n'étaient pas forcément suivis. Ouais. Alors effectivement, si c'est ça, on a un souci de communication, c'est que, et on le voit, c'est qu'officiellement au niveau du CHU, institutionnellement, c'est le mail qui est la mode de communication obligatoire. Il est obligatoire parce que même au niveau de la direction générale, tout passe par mail. Encore une fois, nous avons de la résistance au changement. Et beaucoup n'utilisent pas, beaucoup de professionnels non médicaux, les médecins suivent les mails, parce que c'est la seule voie de communication qu'on ait. Les paramédicaux ne les suivent pas. Et clairement, ce qui pose des vrais soucis, parce qu'ils sont en décalage par rapport à des informations institutionnelles, autres que celles qui viennent du SAMU d'ailleurs. Donc à tel point que moi j'ai été obligé de mettre avec ceux avec qui je travaille pour la formation et avec mes formateurs, comme ils ne lisaient pas les mails, des boîtes WhatsApp. Donc, on a été obligé de créer des groupes WhatsApp sur le plan formation pour que les messages passent. Et en fait, on voit beaucoup de choses se démultiplier en communication. On voit du WhatsApp chez les internes, je ne sais pas si vous en ont parlé. Voilà. Ils ont leur propre réseau WhatsApp pour communiquer entre eux. Et puis, on a fait des systèmes où les plus vieux tutorent les plus jeunes. Voilà, parce qu'il y a 4 années. Et donc, les docteurs juniors, en fait, servent de tuteurs pour les petits. Et ils ont un système de WhatsApp pour les tutorer et puis communiquer entre eux, discuter des terrains de stage, discuter des enseignants. Donc, nous n'avons pas accès à ce WhatsApp. Il leur appartient. Mais voilà, en fait, on se rend compte que le mail, qui est normalement un mail institutionnel, même pour nos internes, on a eu du mal à obtenir une boîte mail institutionnelle pour eux, parce que ça a été dédié normalement qu'aux professionnels du CHU. Et ils en ont besoin parce qu'en tant que docteur junior, il faut qu'ils aient aussi toutes les procédures, les protocoles, les avis de service, les changements de planning, etc. Donc, on a un vrai souci. Alors, malheureusement, je pense que ça dépasse le cadre du SAMU sur ce plan-là. Et je pense qu'on a un souci, en fait, institutionnel de communication avec tous nos internes, même en anesthésie et partout, c'est le même problème. C'est comment on arrive à ce que tout le monde communique. Alors, j'ai le même souci, on a le même souci aux urgences. Là, ouais. Et votre proposition, c'était quoi par rapport à ça en termes pratico-pratiques? Nous, on avait proposé qu'il y ait vraiment une réflexion commune sur le moyen le plus approprié et qui conviendrait, alors après à vous de décider, soit à la majorité, soit voilà, à imaginer ensemble. L'intérêt, c'était vraiment que nous, on ne vous livre pas quelque chose que nous, on considère comme mieux, mais que vraiment, ça vienne des personnes du groupe de travail. D'accord. Ah, ça fait 10 ans qu'on en parle, en fait. C'est pour ça. Si vous aviez eu des retours, ça m'aurait intéressé. Parce que ça fait 10 ans, on a changé, je crois, 10 fois d'outils. On est passé par tout ce qui existait au monde. Voilà. Et en fait, entre ceux qui préfèrent les mails, ceux qui ont la résistance à l'informatique, ceux qui n'aiment pas utiliser leur téléphone pour faire du professionnel, et toujours avec des très bonnes justifications et qui s'entendent en plus, on se retrouve avec une hétérogénéité dans les moyens de communication qui sont compliqués. Ça a été tellement compliqué qu'il y a même eu des papiers pendant le Covid, parce qu'il faut savoir que pendant la crise du Covid, le principal problème était l'information et la communication autour du Covid et la prise en charge des différentes procédures qui changeaient. Pendant le Covid, il a fallu qu'on envoie des mails à tout le monde. Les gens ne suivaient pas les mails, donc ils étaient, je ne vous dis pas, le protocole changeait dans la journée. Je ne vous dis pas si vous ouvriez vos mails tous les 5 jours. Donc là, on a une vraie remontée de dysfonctionnement avec des gens qui avaient des boîtes saturées et ils lisaient absolument pas leurs mails. Ils arrivaient, ils avaient 5 jours de décalage, donc avec 5 protocoles différents. Ils étaient restés sur le protocole il y a 5 jours. Nos docteurs juniors n'ayant pas de mail à l'époque ne pouvaient pas avoir accès au protocole, donc on était obligé de leur envoyer sur leur mail perso. Et voilà. Et on s'est aperçu, et ça c'était un peu national, il y a eu des publications même internationales là-dessus. On s'est aperçu que pendant le Covid, la rapidité de l'information et l'adaptation nécessaire n'était absolument pas enclin avec les outils de communication qu'on a aujourd'hui dans les systèmes de santé. Ce qui est un peu paradoxal, où on sait qu'on vante tous nos mérites de communication aujourd'hui avec nos téléphones, nos machins et nos trucs. Et on n'arrive pas à être assez performant, même face à une épidémie, pour être assez réactif. Donc, à voir. J'ai pas là, effectivement, on pourra en discuter, mais j'aurais bien aimé que vous me trouviez une piste sur ce coup-là. Après, on a proposé... Pardon. Vas-y, Nathalie.
C'était par rapport aux mails, je voulais rebondir concernant les boîtes mail justement au travail. Le souci majeur, c'est, je suppose, extrêmement chronophage d'aller chercher, d'aller prioriser les mails importants de mails à importance moindre. Et vous parliez de protocole. Je pense que c'est dans le temps d'accès au mail protocole que ça peut être un petit peu un frein par rapport à l'équipe, notamment l'équipe paramédicale et même par extension aux urgences où les paramédicaux sont plutôt dans le soin. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est vrai que là, pour faciliter l'accès au protocole, depuis le Covid, on a créé une application que beaucoup de gens ont, qui s'appelle NomaBlues. Et en fait, dès qu'on a un protocole, on le met, ils ont accès au protocole qui est classé en fonction de la pathologie et ça, c'est à jour. Et ils n'ont pas à s'occuper de savoir s'ils ne sont pas à jour ou pas. Ils vont dans le protocole et ils vont voir c'est le dernier qui est enclin. Donc, on a dû mettre des petites choses comme ça, à la demande des internes d'ailleurs, parce que justement, comme ils sortaient tout seuls, ils étaient très demandeurs d'avoir sur eux les protocoles et à jour. Et comme c'était difficile d'aller chercher, comme vous le disiez très bien, l'information, le bon protocole, on a créé cette appli. Mais pareil, je pense que dans votre temporalité, ils n'ont pas pu vous en parler parce que j'ai dû la créer et la mettre en place par eux récemment. Je crois il y a un mois qu'on l'utilise, même pas un mois qu'on l'utilise. Donc maintenant, ils ont une application qui est dédiée à eux et pour ça, pour avoir accès à tous les protocoles. Et on l'a ouvert sur tous les paramédicaux pour qu'on ait le même référentiel en termes de prise en charge et de procédure. Et adapté parce qu'on le mettait sur le serveur du SAMU, mais en dehors de l'hôpital, on n'avait pas accès à ces protocoles-là. Et effectivement, on s'est aperçu que le médecin qui s'en occupait désespéré parce que beaucoup de gens lui disaient « Ah, mais tiens, comment on fait ça ?» Et en fait, ils étaient juste en train de lui réexpliquer le protocole qu'elle avait mis en ligne 3 semaines avant, quoi. Donc, voilà, les gens ne vont pas voir, en fait. Voilà. Donc, il faut effectivement, on a dû faciliter l'accès à tout ça. Outil de communication compliqué, quoi. Ouais, tout à fait. Okay. Mais l'idée vraiment, c'était pas de multiplier les modes de communication, mais vraiment de comprendre comment circulait l'information au sein de votre service et en fonction de comment cette information-là circule, de proposer quelque chose ou d'adapter en tout cas le mode de communication qui est en place à chacun des corps de métier pour que tout le monde puisse avoir accès à cette information, à l'information quand elle arrive. La difficulté qu'on a, c'est qu'en faisant de l'information ciblée à chaque corps de métier, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui s'en occupe et qui le mette à jour. Et donc, ça veut dire de la ressource. Et ça, on ne l'a pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dédier quelqu'un qui puisse… Alors, on l'a fait sur les urgences, on a une secrétaire qualité qui s'occupe de ça. Mais sur le SAMU, on est en difficulté s'il fallait à chaque fois avoir 4 outils pour un par corps de métier, adaptés et que les protocoles soient communs et qu'on mette sur chaque corps de métier. Enfin, c'est un boulot temps plein, quoi, quasiment. Et malheureusement, ça, on n'en a pas la ressource, quoi. Mais oui, ça serait l'idéal. OK, ça marche. Non, très bien. Juste un lien sur votre conclusion. C'est juste parce que ça va faire un peu grincer les dents de tout le monde, mais vous ne pouvez pas savoir. C'est quand vous parlez médecine de travail sur les risques, hein, en fait, avec le Covid et tout ça, on a la médecine du travail qu'on a sollicité, je pense, depuis 5, 6 ans, 30, 40, 50 fois par jour. Voilà. Et on n'a jamais de réponse. On a une médecine de travail qui est sous l'eau au CHU, qui a été extrêmement difficile à s'approprier en fait sur les services, en particulier sur la partie des internes, hein, puisque la difficulté des internes, c'est qu'en plus, ils sont au niveau de la fac. Donc, c'est un peu difficile. Donc, ils ont une unité à la médecine du travail qui est dédiée à eux. Mais on a beaucoup d'internes et d'externes sur l'ensemble du CHU. Hein, ça fait énormément d'étudiants. Donc, aujourd'hui, le lien avec la médecine du travail, on essaye de le faire, mais c'est vrai qu'on a une hétérogénéité avec beaucoup d'étudiants à suivre et puis beaucoup d'impact en ce moment avec le Covid. Donc, ce lien est probablement très utile et intéressant. Et il va falloir qu'on le renoue. Mais là aussi, en fait, ils ont une filière vers cet organisme qui reste une filière individualisée et auquel ils ont accès. Mais quand on fait une demande, c'est vrai qu'il faudra peut-être que nous, on la formule
parce qu'en fait, la médecine du travail risque de pas nous demander à juste titre qu'est-ce qu'on attend d'eux, en fait. Voilà. Donc, souvent, c'est quand même à nous d'arriver en tant qu'enseignants à identifier les personnes qui pourraient être sur des risques, soit psychosociaux, soit autres, et de les mettre dans la bonne filière en faisant le lien avec la médecine du travail. Après, on sait que ça va être difficile pour la médecine du travail de faire du dépistage de masse, quoi, au sein de la structure. Donc, en fait, quelle est la question en fait posée à la médecine du travail? Ça va être ça en fait. Qu'est-ce que vous proposez comme question à la médecine du travail? Parce que quand on les sollicite, il faut qu'on ait quand même une question, il faut qu'on apporte une question sur laquelle ils puissent répondre. Et pas, voilà, si on arrive en disant, bon, on veut juste faire un lien avec vous parce qu'on a des étudiants dans le service et qu'on a une activité qui fait que c'est quand même avec pas mal de facteurs de risque psychosociaux, la démarche sera entendue, mais je crains qu'elle ne débouche pas sur des propositions qui soient extrêmement efficaces, si vous voulez, ou mesurées. Donc, la question que je me pose, c'est voilà, dans quelle mesure pour vous, est-ce qu'on doit solliciter la médecine? Quelle est la demande qu'on doit faire à la médecine du travail vis-à-vis de votre proposition? En fait, pour l'instant, ce serait plus une sensibilisation parce que de ce qui est ressorti des entretiens, en fait, la plupart des médecins seniors interrogés disaient en fait qu'ils font un métier où ils vivent avec du stress. C'est un stress habituel, en fait. C'est juste, en fait, qu'il y ait une sensibilisation sur le moment où le stress habituel commence à ne plus l'être et où on commence à passer à quelque chose qui peut devenir un risque pour le patient et pour la personne. Ok, ça marche, d'accord, j'ai compris. Donc, ouais, effectivement, cette sensibilisation-là, on l'avait faite, on en est, voilà, elle est suivie sur le plan également universitaire. Et puis, vous savez, on est un peu sensibilisé en ce moment hein, avec le Covid et les universités sur les étudiants. Après, c'est pour ça qu'on a mis en place le tutorat. Donc, on suit nos tuteurs en permanence et cette vision un petit peu de stress ou de stress post-traumatique après les interventions, en fait, la mise en place du tuteur, elle avait été, c'était la première vocation du tuteur, en fait, hein, à l'origine. Hein. C'était pouvoir accompagner les étudiants, en particulier pour pouvoir identifier quelles étaient leurs problématiques et pourquoi on avait, et s'il y en avait qui ressortaient avec des facteurs de risque. Mais comme vous l'avez dit, peut-être que cette fonction-là, on ne l'a pas assez expliquée au niveau des tuteurs et qu'il va falloir refaire un rôle central aux tuteurs pour qu'ils se réapproprient cette fonction-là. C'est peut-être là où effectivement, il y a un manque, probablement. Et de ce point de vue, peut-être pour rebondir, notre préconisation autour du dispositif d'accompagnement des médecins juniors pourrait aussi inclure cette dimension-là de prévention des risques psychosociaux, par exemple. Oui, tout à fait. Ça peut être aussi des verbalisations autour de l'axe de la simulation, autour d'expériences vécues. Alors ça, la simulation, je pense que c'est ceux en France qu'on a le plus sur Toulouse. Ils ont dans leur curriculum une quarantaine de simulations par individuel sur tout leur... ils en ont surtout sur leurs 4 ans de formation. Je pense qu'on est la fac qui en fait le plus en France. Donc, il n'y en a pas autant ailleurs. À tel point même qu'ils arrivent à s'approprier nos techniques de débriefing et ils les réutilisent très rapidement en situation ce qui est le but, hein, en situation opérationnelle. Donc, c'est vrai que sur la part simulation, on va avoir du mal à faire plus, clairement, parce qu'on explose en ce moment. On a même du mal, au vu de notre ressource humaine, à assumer toute la charge que représente la formation par simulation. On y a ajouté depuis 1 an l'ensemble des professionnels non médicaux, c'est-à-dire qu'en fait, la formation inclut les personnels des urgences et du SAMU, de manière à ce qu'il y ait cette cohésion qui se crée. Et le leitmotiv qu'on a expliqué aux équipes, c'est qu'on voulait qu'ils travaillent ensemble avant en simulation que la première fois sur le malade, tous ensemble. Donc, c'était également connaître les gens par le biais de la simulation. Donc, en fait, même s'ils ne passent pas en terrain de stage, les professionnels des urgences et du SAMU travaillent en simulation avec les étudiants dès la 2e année. Donc, en fait, ils les connaissent à travers la simulation dès la 2e année et ils ne vont travailler avec eux en opérationnel qu'en 4e année, c'est-à-dire en docteur junior, quoi.
Donc, c'était une acclimatation et un partage d'expérience pour qu'ils apprennent à travailler entre eux progressivement, que les non-médicaux voient aussi progresser ces médecins et qu'ils aient aussi cette capacité à pouvoir travailler ensemble dès le départ. Voilà. Donc, ça fait, bon, vous l'avez dit, hein, il manque de recul. Ça fait 1 an, et donc c'est la première promo de docteur junior. Voilà. Ça, on l'a fait dès le départ. Mais et je ne suis pas sûr qu'on puisse optimiser ça, parce qu'en termes de ressources, on est déjà au maximum. Je ne pourrais pas créer plus de simulations, je ne pourrais pas faire plus. On explose et on a du mal à tenir le cahier des charges, puisque comme on a 3 années et qu'on propose de la sim à toutes les années, ça nous fait plus de 40 journées de simulation par an à organiser, ce qui est colossal, puisque ça nous fait 1 à 2 journées de simulation par semaine sur les périodes non de vacances, quoi. Donc, c'est une ressource. À chaque fois, il y a 2 médecins. On y met 2 à 3 infirmiers des urgences ou du SAMU. Enfin, c'est vraiment une grosse machine. Et on ne pourra pas augmenter. Clairement, c'est en termes de ressources humaines, à moins on nous offre des effectifs pour faire ça. C'est-à-dire qu'on nous dise, tous les jours, vous avez 10 ou 15% de votre masse salariale en plus qui est prévu pour faire de la formation, ce qui est mon rêve, hein. Mais aujourd'hui, on ne l'aura pas et je sais que demain, ce n'est pas prévu qu'on l'ait. Donc, c'est vrai que sur ce plan-là, on n'arrivera pas à optimiser. Ça, c'est une certitude. On est déjà au maximum de ce qu'on peut proposer en termes de formation par simulation. Alors, en Et on reprenant ce remporte que encore. vous dites, du coup, je pense que c'est ressorti dans les entretiens et les échanges qu'on a eus, parce qu'a priori, il y aurait des séances de simulation qui étaient annulées, notamment à cause de Covid, organisation Covid. Donc, je pense qu'il y a cette sensation de baisse de mise en pratique, ce qui montre aussi qu'effectivement, ces temps de simulation sont très importants pour les médecins juniors. Ouais. Ouais, effectivement, hein, sur la période que vous avez eue, alors peut-être que ça serait bien de le préciser dans l'audit, je ne sais pas si c'est une variable à préciser, mais effectivement, comme il y a eu le Covid, on a dû diminuer nos temps de formation par sim, qu'on est en train de récupérer en ce moment. Donc, en ce moment, c'est la double peine, c'est-à-dire qu'on n'a pas 40 sessions, on n'en a pas 40 cette année, on en a 70, quoi, pour récupérer celles qu'on n'a pas fait l'année dernière. Donc, vous avez peut-être effectivement, avec beaucoup de calendriers qui bougent, parce qu'on n'est pas encore période complètement sauvée du Covid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si l'activité en soins n'est pas majeure, hein, clairement, on a quand même des missions à côté qui sont assez chargées, vaccination, suivi, enfin voilà. Donc, c'est vrai que la présence reste forte et que c'est peut-être cette zone-là, effectivement. La charnière, on a dû démobiliser les gens sur la sim qui leur a manqué un peu à nos 4e années. Mais vous me rassurez en me disant que c'est ce manque-là qui fait que maintenant, ils le vivent mal. C'est ce qui semble se profiler, en tout cas. D'accord, ça marche. Autrement, non, je n'avais pas d'autres éléments sur à peu près tout ce que vous avez présenté. Encore une fois, hein, c'est un très, très beau travail avec tous les enjeux que ça représente, et je le sais, hein, vous êtes venus sur des horaires difficiles pour vous adapter à l'activité de chacun. Et voilà, donc je vous en remercie encore énormément. J'attends avec impatience le rapport un peu écrit que vous allez formaliser, parce que c'est vrai que là, j'ai pu être tout seul à venir, malheureusement, parce que voilà, l'activité fait que le professeur Boone s'en excuse, il n'a pas pu être là parce qu'il est aussi occupé en visio, et on a eu des missions de la préfecture qui sont tombées un petit peu hier. Pareil pour le sous-directeur avec Pierre Roucol. Voilà, mais ils étaient très impatients d'avoir votre rapport. Également le professeur Charpentier, qui est en charge de piloter l'intégralité du DES de médecine d'urgence, hein, était attentive et attendait votre rapport. Donc c'est vrai qu'avoir le rapport écrit sera quelque chose d'assez intéressant pour nous et une bonne base de travail pour qu'on puisse amener les axes de correction, voir si ce qu'on a prévu correspond à vous, ce que vous avez identifié comme axe d'amélioration, et puis voir si on peut rajouter des choses avec nos étudiants. Et puis on va mettre un petit peu aussi, je pense que nos 4e années qui sortent là, ils vont finir en novembre, seront un bon appui pour ceux qui restent au CHU avec leur vécu pour tutorer nos jeunes derrière et nous aider à trouver des voies d'amélioration également par leur expérience. Donc encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous.
Merci. On va clôturer ici cet échange. On remercie le docteur Ouzé Serfond d'avoir pu se libérer et puis on rappelle que l'intégralité de nos échanges ont été enregistrés, donc ça donnera lieu à une capsule vidéo qui permettra à tous de regarder et d'écouter les différentes présentations et échanges qui ont pu avoir lieu. Merci beaucoup Charles-Henri. On va te libérer. Merci à tous également. Je vais arrêter l'enregistrement ici si personne ne veut rajouter d'éléments. Parfait. Ça semble OK. Allez, alors.